La vieille horloge de parquet dans le hall n'était pas seulement un instrument de mesure du temps. C'était un témoin. Pendant des années, Clara Turner, une esclave de la plantation Abernathy, fut la seule à la toucher. Ses mains polissaient le bois sombre jusqu'à ce qu'il brille même dans la faible lumière des bougies. Mais une nuit de 1842, alors qu'une tempête faisait rage à l'extérieur, l'horloge fit quelque chose d'impossible. Elle sonna 13 coups. Au matin, la tempête était passée, mais Clara avait disparu, volatilisée sans laisser de traces. Le seul indice était l'horloge elle-même, ses aiguilles mystérieusement pointées en arrière. On dit qu'elle s'était enfuie. On dit qu'elle avait été enlevée. Mais la vérité était bien plus étrange que tout ce que l'on pouvait imaginer. Avant de continuer, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement pour ensoleiller ma journée et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. L'air au-dessus de la plantation Abernathy, durant l'été 1842, était d'un poids physique, une couverture suffocante tissée de chaleur, d'humidité et de la terreur silencieuse et latente qui s'accrochait à tout. C'était une atmosphère que l'on pouvait goûter, la douceur écœurante des fleurs de magnolia se mêlant au sel de la sueur et au goût métallique de la peur. Depuis le grand porche à colonnes de la maison principale, les champs de coton s'étendaient jusqu'à un horizon brumeux. Les feuilles vertes et les capsules blanches scintillaient sous un soleil qui décolorait le ciel lui-même. Le bourdonnement des cigales était un vrombissement constant et strident, un son si implacable qu'il semblait être l'expression auditive de l'immobilité oppressante. La maison de la plantation elle-même était un monument à une grandeur en décomposition. Sa peinture blanche commençait à s'écailler, révélant le bois gris vieilli en dessous, et une légère odeur de moisi s'accrochait aux opulentes tentures à l'intérieur. Cette façade d'élégance décadente contrastait de manière saisissante et brutale avec les quartiers des esclaves, une rangée de cabanes austères et exiguës, blotties les unes contre les autres comme pour se protéger. Leur bois était argenté par le soleil et la pluie, et leurs intérieurs dégageaient l'odeur humaine dense de trop de personnes vivant dans un espace trop restreint. Dans ce mode de division brutale, Clara Turner se déplaçait avec une grâce tranquille qui était sa propre forme de défi. C'était une femme d'une vingtaine d'années, bien que les épreuves de sa vie aient gravé sur ses traits une maturité qui la faisait paraître plus âgée. Ses yeux, sombres et intelligents, étaient sa caractéristique la plus frappante. Ils étaient vigilants, ne manquant rien tout en révélant peu. Alors que la plupart de ses journées se passaient dans le travail incessant de la maison, son véritable domaine, le seul endroit où elle détenait une autorité tacite, était le hall principal. Là se trouvait le bien le plus précieux du maître, une imposante horloge de parquet, dont le coffre en acajou brillait d'un feu profond et rougeâtre. Le père du maître Abernathy l'avait rapporté de Londres, une chose monstrueuse et magnifique de bois poli et de laiton étincelant. C'était le devoir de Clara de s'en occuper, et elle le faisait avec une révérence qui mystifiait les autres esclaves et déstabilisait ses maîtres. Son contact sur le bois n'était pas celui d'une servante accomplissant une tâche, mais celui d'une dévote s'occupant d'un sanctuaire. C'était son seul refuge dans une vie qui n'était pas la sienne. Ses maîtres, bien sûr, ne voyaient que ce qu'ils voulaient voir. Maître Abernathy était un homme dont la cruauté inhérente était mal masquée par un mince vernis de gentillesse sudiste. Il parlait avec un léger accent traînant, mais ses yeux étaient durs, et son humeur pouvait s'enflammer avec la soudaine intensité violente d'un éclair. Il exigeait l'ordre, et l'horloge en était son symbole ultime. Son tic-tac régulier et rythmé était une confirmation de son contrôle sur son mode. Sa femme, Eleanor Abernathy, était une femme perpétuellement à la dérive dans une mer d'anxiété. Ses mains s'agitaient comme des oiseaux piégés, et son regard était vif et suspicieux, cherchant sans cesse des signes d'insolence ou de rébellion. Elle observait Clara avec une intensité particulière, prenant la digne quiétude de la femme pour une arrogance profonde et bouillonnante. Un après-midi étouffant, alors que Clara polissait la vitre de l'horloge, le malaise d'Eleanor remonta à la surface. « Cette fille accorde plus d'attention à cette horloge qu'à ses corvées », murmura-t-elle à son mari, éventant son visage rougeaud avec un éventail en palmier. « Ce n'est pas naturel. » Maître Abernathy jeta un coup d'œil, ses yeux s'attardant sur le mouvement régulier et méthodique des mains de Clara. « Tant qu'elle donne l'heure exacte, elle peut bien la vénérer autant qu'elle veut, » répondit-il d'une voix dédaigneuse.
Mon père a rapporté cette horloge de Londres. C'est un symbole d'ordre. Alors que le crépuscule commençait à teinter le ciel ce soir-là, il apporta avec lui un changement dans l'atmosphère. La chaleur oppressante ne diminua pas, mais elle fut rejointe par une étrange tension électrique. Le ciel à l'ouest se meurtrit, prenant une teinte maladive de violet et de vert. Un violent orage approchait, et sa puissance semblait élémentaire, presque personnelle. Le vent commença à se lever, d'abord comme un murmure à travers les feuilles de coton, puis comme un hurlement plaintif qui fit trembler les vitres de la grande, alors que les premières gouttes de pluie, grosses et lourdes, commençaient à tomber. Clara s'acquitta de sa dernière tâche de la nuit. Remonter l'horloge de parquet. C'était pour elle un moment privé, presque rituel. Les autres esclaves de la maison s'étaient retirés, et les Abernathy s'étaient installés dans leur salon à l'étage, la laissant seule dans le hall caverneux. Elle décrocha la clé en laiton, froide et lourde, de son crochet à l'intérieur du corps de l'horloge. La sensation de la clé dans sa paume lui était familière, une pièce solide et tangible d'un puzzle qu'elle seule comprenait. Elle l'inséra dans le trou de remontage, et le tournoiement rythmé commença. Chaque clic doux du mécanisme était un battement mesuré dans la symphonie grandissante de la tempête. Son visage, illuminé par une seule bougie vacillante, était un masque de calme, mais ses yeux témoignaient d'une concentration profonde et déterminée. Elle n'écoutait pas seulement les rouages internes de l'horloge, mais aussi la voix de la tempête elle-même. Dans la solitude silencieuse de ce moment, les pensées de Clara lui appartenaient. Son esprit était un dépositaire de connaissances que les Abernathy ne pourraient jamais comprendre. Une riche tapisserie de folklore, de sagesse des plantes et des pratiques spirituelles complexes connues sous le nom de rootwork, ou travail des racines, transmise par sa mère et la mère de sa mère avant elle. Elle ne voyait pas la tempête comme une menace, mais comme une alliée, une source de puissance immense et indomptée. Elle pensait aux vieilles histoires, aux murmures de portes dérobées et de moments volés, aux contes de ceux qui avaient appris à se glisser à travers les fissures du temps pour trouver une liberté non pas de lieu, mais d'existence. Ce n'était pas seulement le remontage d'une horloge. C'était une préparation. Pendant des semaines, elle avait observé le ciel, lu les signes dans le comportement des oiseaux et des insectes, et senti la confluence d'énergie à venir dans ses propres os. La tempête était la dernière pièce, le catalyseur. L'air s'épaissit de pressentiment. Dans leur quartier, les autres esclaves se blottissaient les uns contre les autres, leurs prières et leurs murmures craintifs se perdant dans le crescendo croissant du vent et de la pluie. Dans la maison principale, les Abernathy étaient sur les nerfs. La fureur de la tempête reflétait l'agitation inexprimée de leur propre vie. L'horloge commença à sonner minuit. Les carillons étaient profonds et résonnants. Chaque note vibrait à travers le plancher et jusque dans les os de la maison. 1, 2, 3. Le son était un point d'ancrage familier dans le chaos de la tempête. 4, 5, 6. Les carillons marquaient la progression linéaire et implacable du temps du maître. 7, 8, 9. Clara se tenait immobile devant elle, les yeux fixés sur le cadran, sa respiration lente et régulière. 10, 11, 12. Une pause suivit le dernier carillon, un moment de silence profond où la tempête au dehors sembla retenir son souffle. Et puis il vint, un 13e coup. C'était absolument impossible, un son qui n'avait pas sa place dans le monde mécanique et ordonné de l'horloge. Il était différent des autres. Pas un boom résonnant, mais un craquement cristallin et aigu, comme le son de la glace se brisant sur une rivière en hiver, ou une fissure s'ouvrant dans le tissu même de la nuit. La note resta suspendue dans l'air, incroyablement longue, vibrant d'une énergie qui fit danser la flamme de la bougie et se hérisser les poils sur les bras. Dans leur chambre à l'étage, les Abernathy se redressèrent d'un bond dans leur lit. Qu'est-ce que c'était, au nom de Dieu? Gronda maître Abernathy, son visage un masque de fureur. Il pensait que sa précieuse horloge était cassée, un dernier acte d'insolence de la part de la tempête ou d'un serviteur négligent. Eleanor, cependant, était terrifiée. Elle serra la croix à son cou, les yeux écarquillés d'une peur primale. C'était le carillon du diable, murmura-t-elle, la voix tremblante. Dans les quartiers des esclaves, le son avait traversé leur peur,
la remplaçant par une terreur stupéfaite et admirative. Ils se regardèrent avec de grands yeux interrogateurs. Ils avaient vécu toute leur vie au son de cette horloge, et jamais, au grand jamais, elle n'avait fait cela auparavant. Le regard revint sur le grand hall. Le 13e carillon s'estompa finalement, son écho absorbé par les lourds rideaux de velours et le bois sombre. La tempête au dehors, comme si son but avait été atteint, commença à se calmer, sa fureur s'adoucissant en abattements réguliers et rythmés de pluie. La caméra de l'esprit se déplace vers l'horloge, son pendule en laiton immobile, son cadran impénétrable à la lueur vacillante de la bougie. Puis elle se déplace vers l'endroit où se tenait Clara. L'espace était vide. Elle était partie. Il n'y avait aucun bruit de lutte, aucun meuble renversé, aucun signe d'un départ précipité. Il n'y avait qu'un espace vide sur le plancher poli, la faible odeur de cire d'abeille et d'ozone flottant dans l'air. L'aube se leva, claire et fraîche. L'air lavé par la tempête. Le monde extérieur était immaculé, scintillant et d'une paix trompeuse. À l'intérieur de la maison Abernathy, cependant, une nouvelle tempête se préparait. Une esclave de la maison, envoyée pour réveiller Clara, trouva sa paillasse dans les quartiers vides et intacts. L'alarme fut donnée. Maître Abernathy, le visage marbré de rage, descendit en trombe le grand escalier, convaincu que Clara avait finalement fait ce qu'il l'avait toujours soupçonné de pouvoir faire. Elle s'était enfuie. Il voyait le 13e coup comme un dernier acte de défi moqueur, une destruction délibérée de son bien le plus précieux avant sa fuite. Il fit irruption dans le grand hall, sa voix beuglant son nom. S'attendant à trouver des preuves de sa fuite, une porte laissée entr'ouverte, une fenêtre déverrouillée, mais le hall était calme et vide, exactement comme il avait été laissé la nuit précédente. Toutes les portes étaient verrouillées de l'intérieur. Toutes les fenêtres étaient sécurisées. Il n'y avait aucune issue. Son regard furieux tomba sur l'horloge de parquet. Il se dirigea vers elle, prêt à forcer son coffre pour inspecter les dégâts. Mais il s'arrêta net, le souffle coupé. L'horloge était silencieuse, son pendule immobile, et ses longues et élégantes aiguilles, qui auraient dû pointer vers les premières heures du matin, étaient figées. Elle pointait en arrière, vers 11 heures. Le mystère avait commencé. Le lendemain de la tempête fut une scène de chaos maîtrisé, un contrepoint humain frénétique au paysage serein et scintillant. Un maître Abernathy enragé, le visage à masque de fureur tonitruante, organisa une équipe de recherche avec une efficacité brutale née d'une pure indignation. Il était convaincu que Clara s'était enfuie, que le carillon impossible et l'horloge figée étaient un dernier acte de défi calculé, conçu pour se moquer de lui et de l'ordre inébranlable de son mode. Les contremaîtres, le visage sombre et les mouvements vifs, rassemblèrent les hommes les plus forts et les chiens de piste, maigres et affamés, dont les jappements excités se calmèrent rapidement en un silence troublant et confus. Ils se déployèrent à partir de la maison principale, une procession sinistre s'avançant dans les bois lavés par la pluie, l'air frais et pur, sentant la terre humide et les aiguilles de pin écrasées. Chaque feuille de chaque arbre dégoulinait de gouttelettes d'eau cristalline, et le sol, bien que meuble, aurait dû être une toile parfaite pour des empreintes de pas, un témoignage clair d'une fuite désespérée. Pourtant, il n'y en avait aucune. Les chiens, des animaux élevés et entraînés dans le seul but de traquer le désespoir humain, furent le premier signe que quelque chose n'allait vraiment pas. Ils gémissaient et tournaient en rond, leurs museaux reniflant l'air comme s'ils goûtaient une odeur à la fois présente et absente. Une présence fantomatique qui n'offrait aucune piste. On les conduisit au quartier des esclaves, à la paillasse vide de Clara, et ils reniflèrent la couverture usée, leurs yeux intelligents levant vers leur maître une expression perplexe. C'était comme si on leur demandait de traquer un fantôme, une colonne de fumée, un souvenir. Ils ne trouvaient rien qui s'éloignait de la cabane, rien près de la maison principale, rien à l'orée des bois où les ombres s'étendaient, profondes et fraîches. C'était comme si Clara Turner avait été arrachée de la terre par une main invisible, ne laissant pas même une seule brindille cassée ou une pierre déplacée pour marquer son passage de ce monde à un autre. Les recherches se poursuivirent toute la journée, un exercice futile et généralisé de frustration croissante. Les hommes s'écrasaient à travers le sous-bois,
leurs cris appelant Clara résonnant dans les bois anormalement silencieux. Les sons étaient avalés par les feuilles humides et lourdes. Ils fouillèrent les rives du ruisseau, ses eaux hautes et brunes à cause de la tempête, et les fourrés denses de mûriers, leurs épines déchirant les vêtements et la peau. Ils scrutèrent les creux ombragés entre les chênes anciens, des endroits où une personne aurait pu facilement se cacher. Mais ils ne trouvèrent que le silence. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres déformées qui ressemblaient à des doigts avides à travers les champs, le contremaître en chef s'approcha de maître Abernathy sur le porche. Son chapeau tenu nerveusement dans ses mains. Son visage était luisant de sueur et gravé d'une confusion profonde et troublante, à la limite de la peur. « C'est étrange, monsieur, » dit-il à voix basse, évitant le regard brûlant de son maître. « Les chiens ne trouvent rien. Nous avons couvert chaque centimètre de ce terrain, du ruisseau à la limite du comté. C'est comme si elle n'avait jamais été là. » Le visage d'Abernathy, qui avait été rouge de rage, sembla pâlir. Sa fureur était si immense qu'elle s'était consumée, laissant derrière elle un vide froid et terrifiant d'incrédulité. Il regarda les bois qui s'assombrissaient, les mains serrées en poing aux jointures blanches, son esprit un maelstrom de déni. Les esclaves s'enfuyaient, ils étaient attrapés, ils étaient punis. C'était l'ordre des choses. Ils ne se dissolvaient pas simplement dans les airs. « Trouvez-la, ordonna-t-il, sa voix un grognement bas et dangereux, plus menaçant que n'importe quel cri. Je me fiche que vous deviez mettre tout ce compté sens dessus-dessous. Aucune esclave à moi ne disparaît tout simplement. » L'échec de la recherche physique tourna la rage d'Abernathy vers l'intérieur, l'aigrissant en une suspicion venimeuse qu'il dirigea contre les personnes qu'il possédait. Le lendemain, il commença les interrogatoires. Il fit amener les esclaves de la maison sur le porche principal un par un, tandis que les travailleurs des champs étaient interrogés dans l'espace austère et intimidant de l'égreneuse de coton, la machine massive et silencieuse constituant une menace imminente en arrière-plan. Il utilisa tous les outils à sa disposition, sa voix passant d'une fausse promesse mielleuse de récompense à une menace tranchante de punition. Il observait leur visage, ses yeux comme des éclats de silex, cherchant une lueur de connaissance, un soupçon de conspiration, la moindre fissure dans leur sang-froid. Mais il ne trouva qu'un mur d'ignorance terrifié et gardé. Ils avaient peur, leurs yeux étaient écarquillés et leur corps tremblait sous son examen. Mais leur réponse était exaspérante, parfaitement uniforme. Ils parlaient du silence de Clara, de sa dévotion étrange à l'horloge, et de la peur profonde que le 13e coup avait provoquée en eux. Ils ne savaient rien. Ils n'avaient rien vu. Leur peur de lui était une chose tangible, une odeur dans l'air. Mais leur peur de ce qui s'était passé cette nuit-là, de la puissance qui avait pris Clara, était clairement plus grande. C'était une terreur plus profonde, plus primale, qui scellait leurs lèvres plus efficacement que n'importe quelle menace qu'ils pouvaient proférer. Finalement, dans une dernière tentative désespérée, il envoya chercher Sarah. C'était une petite fille, à peine âgée de 10 ans, avec de grands yeux solennels et des tresses si serrés qu'elle tirait sur les coins de son cuir chevelu, lui donnant un air de surprise perpétuelle. Clara s'était particulièrement intéressée à elle, lui apprenant non seulement à raccommoder les vêtements, mais aussi à lire les nuages et à identifier les herbes utiles qui poussèrent à l'ombre des bois. Elle fut amenée devant lui sur le grand porche, ses petits pieds nus semblant perdus sur le vaste plancher poli que Clara elle-même avait si méticuleusement entretenu. Elle se tenait là, tremblante, les mains jointes fermement dans son dos, une minuscule silhouette éclipsée par les colonnes imposantes de la maison. Abernathy, dans un changement de tactique calculé, adoucit sa voix, tentant un ton grand paternel qui sonnait grotesque et prédateur venant de ses lèvres. « Sarah » commença-t-il, se penchant en avant dans son rocking chair. « Je sais que Clara était ton amie, une bonne amie. Elle a dû te dire quelque chose, un secret, peut-être. A-t-elle parlé de s'enfuir, d'aller au nord, dans les États libres ?» Sarah garda les yeux fixés sur un nœud dans le plancher en bois, son petit monde réduit à ce seul point de mire tourbillonnant. Elle était terrifiée, mais sous la peur se trouvait un noyau de résolution, un secret qu'elle était déterminée à garder enfermé dans son cœur. Un dernier cadeau de la femme qui lui avait montré de la bonté. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit, petite ?»
La voix d'Abernathy s'aiguisa, le mince vernis de patience se fissurant pour révéler la colère brute en dessous. Où est-elle allée? La jeune fille leva alors les yeux, son regard croisant le sien pour un bref et surprenant instant. Dans ses yeux sombres, il ne vit pas seulement de la peur, mais une lueur de quelque chose d'autre, quelque chose d'ancien et de savant. Un murmure de voix si bas qu'il dut se pencher pour l'entendre sortir de ses lèvres. Elle a dit, « Certaines portes ne mènent pas à une autre pièce. » Sarah tremblait, récitant les mots comme s'il s'agissait d'une prière sacrée qu'elle avait mémorisée depuis longtemps. Certaines mènent à un autre temps. Elle a dit, « Il suffit de savoir qu'en frapper. » Abernathy la fixa un long moment, son esprit du temps pour traiter ces mots bizarres et insensés. Puis il rejeta la tête en arrière et laissa échapper un rire, bref et rauque, un son dénué de toute humeur. C'était des enfantillages, un conte de fées dont la femme avait rempli la tête de la jeune fille pour la troubler. Il la renvoya d'un geste de la main rageur, sa frustration se transformant en une rage amère et impuissante. Les mots de la jeune fille étaient dénués de sens, une énigme de faux. Pourtant, il résonnait dans son esprit alors qu'il était assis seul sur son porche ce soir-là, une autre pièce du puzzle exaspérant et insoluble que Clara avait laissé dans son sillage. Une année passa. La vie sur la plantation Abernathy continua son rythme brutal et monotone, mais le courant sous-jacent avait changé pour toujours. L'histoire de la disparition de Clara s'était infiltrée dans le sol même de l'endroit. Un nouveau et puissant mythe qui était murmuré dans les quartiers la nuit. Une source secrète d'émerveillement dans un désert de difficultés. L'espace vide qu'elle avait laissé derrière, elle était remplie d'histoires, de spéculations, d'un sentiment croissant de crainte respectueuse. L'horloge, que maître Abernathy avait fait venir un spécialiste de Savannah pour réparer, était une source d'attention obsessionnelle constante pour lui. L'horloger, un homme guindé avec des lunettes et une profonde compréhension de la mécanique, avait passé 2 jours à démonter et à remonter l'appareil, pour finalement déclarer qu'il n'y avait rien de mécaniquement défectueux. Cette déclaration, censée être rassurante, ne fit qu'approfondir la paranoïa d'Abernathy. Il la fit remettre à l'heure et son tic-tac familier et régulier emplit de nouveau le hall. Un son qu'il trouvait maintenant plus menaçant que rassurant. Chaque tic-tac était un compte à rebours vers un mystère qu'il ne pouvait pas résoudre. Puis vint l'anniversaire. Alors que le crépuscule tombait cette nuit fatidique, 1 an plus tard, une petite tempête agitée arriva. Un écho pâle et spectral de la tempête de l'année précédente. Un sentiment d'anticipation, épais et palpable, s'installa sur la plantation. Dans les quartiers des esclaves, les gens se rassemblaient tranquillement sur les seuils et se blottissaient en petits groupes, les yeux tournés vers les lumières lointaines de la maison principale, les visages pleins d'attente. À l'intérieur, maître Abernathy était assis près du feu dans son bureau, un verre de bourbon à la main, le liquide ambré captant la lumière du feu. Il était déterminé à prouver que tout cela n'avait été qu'un hasard, un événement anormal causé par la foudre. Il s'assiérait et écouterait l'horloge sonner ses 12 coups ordonnés, et le fantôme de Clara Turner, le fantôme de son propre échec, serait enfin mis au repos. L'horloge commença à sonner minuit. Il compta avec chaque carillon profond et résonnant, ses jointures blanches sur son verre. 10, 11, 12. Une pause. Le silence s'étira, épais et lourd, et un lent sourire triomphant commença à se répandre sur le visage d'Abernathy. C'était fini. Ce n'était qu'une horloge. Et puis il vint. Le 13e coup. Il retentit dans toute la maison, clair, défiant et absolument indubitable. Une note d'impossibilité cristalline pure. Pour Abernathy, le son fut un coup physique, un tourment qui brisa son sang-froid et confirma ses peurs les plus profondes. Il n'était pas en contrôle. Il était hanté non pas par un esprit, mais par sa propre impuissance. Il jeta son verre dans la cheminée où il se brisa avec un craquement sec qui se perdit dans la vibration persistante du carillon. Mais dans les quartiers, le son fut reçu non pas avec peur, mais avec un halètement collectif et feutré d'émerveillement et de joie. C'était un message. C'était une promesse. La légende de Clara aux 13 coups naquit cette nuit-là. C'était une histoire racontée à voix basse, un conte populaire qui grandissait à chaque narration,
embellie par les espoirs et les rêves d'un peuple qui en était affamé. On disait que Clara ne s'était pas enfuie vers le nord, un endroit qu'il ne pouvait qu'imaginer, mais qu'elle avait échappé au temps lui-même, déjouant son maître d'une manière qu'il ne pourrait jamais comprendre. L'horloge était son signal, sa promesse annuelle qu'un autre type de liberté était possible. L'histoire commença à voyager, une monnaie secrète d'espoir portée de bouche à oreille d'une plantation à l'autre. Elle devint un message codé de résistance, un témoignage d'une femme qui avait utilisé non pas la violence ou la fuite, mais l'intelligence, l'esprit et une magie profonde et cachée pour briser ses chaînes. Le 13e coup n'était pas une malédiction sur la maison, mais un phare d'espoir pour tous ceux qui l'entendaient, un rappel que même dans les mondes les plus rigides et les plus brutaux, il y avait des fissures à travers lesquelles la lumière et l'esprit pouvaient s'échapper. Les décennies qui suivirent la guerre furent une érosion lente et pénible, et le temps, semble-t-il, était un maître plus patient et plus minutieux que n'importe quel Abernathy ne l'avait jamais été. À la fin des années 1890, la plantation n'était plus qu'un fantôme d'elle-même, une ruine squelettique hantée par le souvenir de sa propre arrogance. Les champs, autrefois une mer de coton blanc, gisaient maintenant en jachère, étouffés par les mauvaises herbes et l'herbe de Johnson qui se balançait dans le vent avec un soupir sec et bruissant. La grande maison, qui s'était autrefois dressée comme un fier phare blanc de prospérité, était maintenant un monument affaissé et las à la décadence. Sa peinture s'écaillait en longues bandes recourbées comme une peau brûlée par le soleil, et les volets, dont beaucoup étaient cassés, pendaient à des angles tordus et lugubres, comme des yeux à moitié fermés de honte. Les grandes colonnes étaient tachées de moisissures vertes, et les jardins autrefois entretenus avaient été repris par une émeute de nature sauvage, le chèvrefeuille et le kudzu tissant un épais linceul vers surtout. À l'intérieur de ce tombeau d'une époque révolue vivait Arthur Abernathy, le petit-fils du maître originel, un homme aussi usé et accablé que la maison qu'il habitait. C'était un homme las et hanté, dans la fin de la quarantaine, avec les traits vifs de son grand-père adoucis par une mélancolie envahissante. Ses cheveux étaient prématurément gris aux tempes, et ses yeux, contrairement au regard silex et autoritaire de son ancêtre, étaient remplis d'une tristesse profonde et durable. Il vivait seul dans la vaste maison résonnante, ses pas étant le seul sont dans les longs couloirs poussiéreux, à l'exception d'un seul. Dans le hall principal, présence silencieuse et imposante, l'horloge de parquet se tenait toujours. C'était le seul objet de la maison qui avait été méticuleusement entretenu, son coffre en acajou conservant toujours un éclat profond et sombre, un cercueil poli au centre de la ruine. Pour Arthur, ce n'était pas un meuble. C'était la malédiction de la famille, le métronome de la honte de sa famille. Chaque année de sa vie, à l'anniversaire de la tempête, il l'avait entendu. Il s'était couché dans son lit d'enfant, les couvertures remontées jusqu'au menton, et avait écouté les 12 carillons résonnants, suivis de la pause silencieuse et haletante, puis du craquement aigu et impossible du 13e. Il s'était tenu devant elle en tant qu'homme, un verre de whisky à la main, et avait écouté sa rébellion temporelle et défiante. C'était un son qui avait défini sa vie, un rappel annuel de l'histoire qui s'accrochait à son nom comme un linceul. La légende de l'esclave qui avait disparu, et de l'horloge qui refusait de l'oublier. Il se sentait piégé par tout cela, prisonnier de son nom, de son histoire, et du carillon annuel incessant d'un passé qui ne voulait pas mourir. Dans ce coin stagnant et oublié de la Géorgie arriva un homme qui représentait tout ce que l'héritage Abernathy n'était pas. Il était un souffle d'air frais du Nord, plein d'énergie et de détermination. Alistair Finch était un jeune historien et folkloriste de Boston, un homme dont la passion ne résidait pas dans les histoires officielles et sèches des guerres et des politiciens, mais dans les récits et les croyances qui vivaient sur les lèvres des gens. Il était grand et mince, avec un visage avide et intelligent et des yeux qui témoignaient d'une véritable curiosité d'érudit. Il était venu dans le sud, non pas pour regarder les ruines de la Confédération, mais pour écouter. Dans ses recherches, il était tombé sur des murmures de la légende des 13 coups, une histoire trop spécifique, trop persistante pour être un simple conte de fantômes. Il était déterminé à enquêter, à éplucher les couches de mythes pour trouver la vérité historique dont il était certain qu'elle se trouvait au cœur. Son premier arrêt fut les archives poussiéreuses du comté, une petite pièce négligée à l'arrière du palais de justice.
Il passa des jours à éplucher des documents jaunes et cassants, des registres fiscaux et des titres de propriété. Mais il ne trouva guère plus que les faits froids et durs. La famille Abernathy possédait une longue liste de noms et parmi eux se trouvait Clara Turner, femme, âgée d'environ 28 ans. Il n'y avait aucune trace de sa mort, aucun acte de vente, juste un nom qui cessa d'apparaître après 1842. Alistair réalisa rapidement que la véritable histoire ne se trouvait pas dans l'encre et le papier. Elle vivait dans la mémoire, dans les traditions orales de la communauté afro-américaine qui avait grandi à l'ombre de la plantation. Il commença à passer ses après-midi à parcourir les routes poussiéreuses, parlant aux hommes et aux femmes âgés qui étaient assis sur les porches de leurs cabanes, les enfants et les petits-enfants de ceux qui avaient été esclaves. Il fut accueilli avec prudence, avec des réponses polies mais gardées. Il était un autre homme blanc posant des questions sur le passé, et leur passé était un trésor de douleur qu'il ne partageait pas à la légère. Mais Alistair était patient et surtout respectueux. Il ne posait pas de questions sur les fantômes. Il posait des questions sur les histoires de famille, sur les traditions, sur les gens qui avaient construit cette terre avec leurs mains et leurs chagrins. Sa douce persistance le conduisit finalement au porche d'une femme nommée Ahara, une matriarche dont la grand-mère avait été une amie de Sarah, la jeune fille qui avait connu Clara. Ahara l'écouta longuement, ses yeux troubles par l'âge, mais vifs de sagesse, étudiant son visage. « On me parle d'une femme qui a disparu, » dit doucement Alistair, son chapeau à la main. « Clara ?» La vieille femme le regarda, son expression indéchiffrable. « Ce n'est pas une histoire pour n'importe qui, » dit-elle, sa voix à murmure bas et mélodieux. « Certaines choses sont gardées pour la famille. » « Pourquoi voulez-vous savoir ?» Alistair rencontra son regard directement, ses propres yeux clairs et sincères. « Parce que je ne pense pas qu'elle n'était qu'un fantôme, » répondit-il, sa voix remplie d'une conviction qui le surprit lui-même. « Je pense que c'était une personne qui a fait quelque chose d'extraordinaire et son histoire mérite d'être racontée correctement. » Ahara resta silencieuse un long moment, puis elle hocha lentement et délibérément la tête. « Celui à qui vous devez parler, » dit-elle, « c'est celui qui vit avec le fantôme. Allez à la vieille maison. Parlez au dernier Abernathy. » Suivant les conseils de la vieille femme, Alistair se dirigea vers la longue allée envahie par la végétation menant à la maison Abernathy. L'endroit paraissait encore plus désolé de près, une magnifique ruine lentement consumée par le temps et la nature. Il ressentit un frisson d'historien mêlé à un profond sentiment de tristesse. C'était un endroit où l'histoire n'était pas seulement enregistrée. Elle était physiquement présente, un poids palpable dans l'air. Il trouva Arthur Abernathy sur le large porche affaissé, tentant de réparer une balustrade cassée avec un jeu de vieux outils rouillés. Arthur leva les yeux à l'approche d'Alistair, son visage s'assombrissant immédiatement d'un air de lassitude hostile. Il avait le regard hanté et défensif d'un homme qui avait été forcé de répondre des péchés de ses ancêtres une fois de trop. « Si vous êtes ici pour le fantôme, vous perdez votre temps, » dit Arthur, sa voix plate et dédaigneuse, ne prenant même pas la peine de saluer. Il s'essuya les mains sur son pantalon et fronça les sourcils. « Il n'y a rien à voir. La maison n'est pas à vendre et je ne suis pas intéressé à raconter des histoires effrayantes pour quelques sous. » Alistair s'arrêta au bas des marches du porche, laissant à l'homme son espace. Il vit l'épuisement profond dans les yeux d'Arthur, la posture défensive, et comprit que c'était un homme vivant sous un long siège. « Je ne suis pas ici pour un fantôme, monsieur Abernathy, » dit Alistair, son ton calme et égal. Il fit un geste de la tête vers la porte d'entrée sombre et ouverte de la maison, d'où il pouvait à peine distinguer la silhouette haute et imposante de l'horloge contre la faible lumière du hall. « Je suis ici pour une femme nommée Clara Turner. Je crois qu'elle était une figure historique d'une grande importance, et cette horloge, continua-t-il, sa voix baissant légèrement, fait partie de son histoire. Je veux la comprendre, pas l'exploiter. » L'utilisation de son nom complet, prononcé avec un tel sérieux, sembla avoir un impact physique. Le froncement de sourcils d'Arthur vacilla, remplacé par un air de surprise stupéfaite. Personne n'était jamais venu ici et n'avait parlé de Clara Turner comme d'une figure historique. On parlait du fantôme, de la légende, de la disparition,
mais on ne lui donnait jamais la dignité de son propre nom. Les mots d'Alistair avaient subtilement recadré tout le récit, le faisant passer d'une curiosité surnaturelle à une question d'enquête historique, une histoire humaine. C'était un changement qu'Arthur, dans les profondeurs solitaires et hantées de son cœur, avait attendu toute sa vie d'entendre. L'hostilité dans ses yeux ne disparut pas, mais elle fut rejointe par une lueur de quelque chose de nouveau, une curiosité réticente et méfiante. Il fixa le jeune homme de Boston un long moment, puis laissa échapper un soupir lent et las, et fit un geste avec son marteau vers une chaise de porche branlante. « Dites-moi ce que vous pensez savoir, » dit-il, les mots une invitation à contre-cœur au cœur du mystère. Alistair s'assit sur la chaise branlante, le bois gémissant sous son poids, et se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Il regarda Arthur, dont le visage était un masque d'indifférence soigneusement construit, mais dont les yeux témoignaient de la faim désespérée d'un homme avide de réponses. Alistair savait que c'était un moment délicat, une conversation qui pouvait soit ouvrir une porte, soit la claquer pour une autre génération. Il commença à parler, sa voix basse et régulière, exposant les fragments qu'il avait rassemblés, les murmures de la communauté, les faits froids et inutiles des archives, et la légende persistante et inébranlable des 13 coups. Mais plus il parlait, plus il réalisait l'immensité de ce qu'il ne savait pas. Son récit était un squelette, et il avait besoin de quelqu'un qui avait connu Clara, quelqu'un qui avait été là pour lui donner chair et sang. Guidé par les derniers mots d'Ahara, Alistair fut finalement conduit à une petite cabane soignée à l'extrême limite de ce qui avait été autrefois la plantation Abernathy. Elle se dressait dans un bosquet de pacaniers, un panache de fumée blanche s'élevant de sa cheminée en pierre dans l'air vif de l'automne. C'est là que vivait Sarah, la personne la plus âgée de la communauté. La même Sarah qui, petite fille, avait regardé Clara Turner se mouvoir dans le monde comme un secret. Alistair la trouva assise sur son porche dans un rocking chair. Une couverture colorée était étendue sur ses genoux malgré la douceur de la journée. Elle était incroyablement vieille. Sa peau était une carte délicate et fine comme du papier de rides, mais son esprit, il le découvrirait bientôt, était aussi vif et clair qu'un éclat de verre. Il se présenta, et elle écouta sans un mot. Ses yeux, sombres et brillants dans leurs orbites profondes, l'étudiaient avec une intensité troublante. Elle ne l'invita pas à s'asseoir. Elle le regarda simplement, testant ses intentions, sa patience, son esprit. Alors il se tint debout, et il attendit. Il parla de ses recherches, de son désir de raconter l'histoire de Clara non pas comme un conte de fantôme, mais comme l'histoire de la résistance d'une femme brillante. Après ce qui sembla être une heure, elle hocha finalement la tête lentement, presque imperceptiblement, et fit un geste de sa main noueuse vers un simple tabouret en bois. Alors qu'il s'asseyait, elle commença à parler, sa voix un doux murmure bruissant comme des feuilles sèches dérapant sur le sol. Elle lui parla de Clara, mais pas de la Clara de la peur d'Abernathy ou de la fantaisie de la légende. Elle parla d'une enseignante. Elle décrivit des leçons secrètes tenues dans les moments calmes du crépuscule ou au plus profond des bois, où Clara lui enseignait non seulement les herbes pour guérir, mais aussi les étoiles, le changement des saisons et la nature même du temps. Elle appelait sa marchée sur le chemin tortueux, murmura Sarah, ses yeux regardant quelque chose de lointain. Un souvenir aussi vif que le moment présent. Elle disait, le monde du maître n'est fait que de lignes droites. Les rangées de coton, le coup de fouet, la route du marché, tout droit. Son temps était aussi une ligne droite. Du fouet à la tombe. Mais Emma apprit que notre temps, le temps d'une personne libre, n'était pas du tout une ligne. C'était un cercle. Il touche tous les points à la fois. Le passé, le futur, le maintenant. C'est le cercle du soleil, le tour de la lune. La main frêle de Sarah se leva et fit un lent cercle dans l'air. Elle a dit que l'horloge, et ses yeux brillèrent d'une compréhension profonde et ancienne, cette grande horloge était la ligne du maître transformée en machine. Tic-tac, un pied après l'autre, vous faisant marcher vers votre fin. Mais la tempête. La voix de Sarah baissa encore plus, devenant épaisse de crainte. La tempête était son cercle. C'était une puissance qui ne marchait pas. Elle était juste, tout à la fois.
Elle révéla que Clara avait fait des préparatifs pendant des mois. Ce n'était pas une décision soudaine. Sarah se souvenait d'avoir cueilli avec elle des herbes spécifiques, des plants que Clara appelait des herbes de passage, et de l'avoir regardé les faire sécher avec un soin rituel. Elle se rappelait Clara observant le ciel nocturne, non pas avec une curiosité oisive, mais avec l'intensité concentrée d'une astronome, suivant le mouvement des étoiles et se murmurant à elle-même des choses sur un alignement à venir. Elle ne fuyait pas quelque chose, dit Sarah, sa voix gagnant une force surprenante, une fierté féroce qui transcendait son âge et sa fragilité. Elle courait vers quelque chose. Elle sortait de sa ligne pour entrer dans son cercle. C'est ce qu'elle a fait. Elle a trouvé la couture entre les tiques de son horloge et elle s'est glissée à travers. Alistair retourna à la maison Abernathy avec les mots de Sarah résonnant dans son âme. Il n'était plus seulement un historien à la poursuite d'une histoire. Il se sentait comme un courrier transportant un message sacré à travers les décennies. Il retrouva Arthur sur le porche, mais cette fois, Arthur ne travaillait pas. Il était simplement assis, fixant les champs envahis par la végétation. L'image d'un homme qui attendait. Alistair, sa voix maintenant remplie d'une conviction nouvelle et inébranlable, expliqua ce qu'il avait appris. Il parla du cercle et de la ligne, des herbes et des étoiles, d'un plan si audacieux et brillant qu'il frisait le sublime. « Je dois regarder à l'intérieur de l'horloge. » Arthur, dit Alistair, son regard fixe. Le témoignage de Sarah, le folklore, tout pointe vers le fait que l'horloge n'est pas seulement un symbole, mais le mécanisme lui-même. Je pense que Clara y a fait quelque chose de caché. La réticence d'Arthur était une chose palpable. Cette horloge était le cœur de la malédiction de sa famille, la source de sa honte de toute une vie. L'idée qu'un étranger, un outsider, y mette les mains, viole son sanctuaire intérieur, lui semblait une profonde transgression. Mais la certitude d'Alistair était une force puissante, et le propre besoin désespéré de vérité d'Arthur était encore plus fort. Après un long silence tendu, il hocha sèchement la tête et conduisit Alistair dans le hall sombre et caverneux. L'air à l'intérieur de la maison était frais et sentait la poussière et la décomposition. Mais l'horloge se tenait comme si elle était immunisée contre le passage du temps, sa surface en acajou poli buvant la faible lumière avec une révérence qui les surprit tous les deux. Ils travaillèrent ensemble. Arthur, utilisant une clé qu'il n'avait pas touchée depuis des années, déverrouilla la grande porte étroite du corps de l'horloge. Alistair, les mains étonnamment stables, tendit les bras à l'intérieur et décrocha soigneusement les deux énormes poids recouverts de laiton, leurs chaînes cliquetant doucement dans le silence. Puis vint la partie la plus délicate. Avec Arthur tenant une lanterne haute, Alistair délogea doucement les goupilles qui maintenaient en place le grand cadran peint. Il se détacha avec un doux soupir de bois et de métal se séparant. Il le retourna avec le soin d'un archéologue, manipulant un artefact inestimable. Et puis il le vit, son souffle se coupa dans sa gorge. Au dos de la plaque de métal, cachée à la vue depuis plus d'un demi-siècle, se trouvait une série de symboles étranges, soigneusement et précisément gravés dans le laiton. Ce n'étaient pas les égratignures d'un vandale ou les marques d'outils de l'horloger. Ils étaient élégants, complexes et délibérés. Un motif géométrique complexe de lignes qui se croisent, de cercles, de murs et de croix. Il ne ressemblait à rien d'européen, à rien de ce qu'il avait jamais vu dans son étude de l'artisanat colonial. Mais il les reconnut. Son cœur battait la chamade contre ses côtes. Il les avait vus dans des textes académiques obscurs, des diagrammes de cosmogrammes d'Afrique de l'Ouest, d'anciens symboles représentant le carrefour, l'intersection du monde physique et du royaume spirituel, le point même où une personne pouvait passer d'une réalité à une autre. C'était le chemin tortueux dessiné en laiton. C'était le cercle de Clara. « Mon Dieu » murmura Alistair, les mots une prière de pure admiration intellectuelle. C'était ça. C'était la preuve. Ce n'était pas un conte populaire. Ce n'était pas un dysfonctionnement. C'était l'œuvre d'une génie, un plan délibéré, complexe et réussi. Arthur fixa les symboles, son visage pâle à la lueur de la lanterne. La légende avec laquelle il avait vécu toute sa vie, l'histoire de fantômes qui avait défini sa famille, était soudainement terrifiante, réelle.
La honte abstraite qu'il avait portée venait de recevoir une forme concrète, gravée au cœur même de son héritage. Il était abasourdi, plongé dans un profond silence mondial. La vue de ces symboles, si étrangers et pourtant si déterminés, agit comme une clé, déverrouillant quelque chose de profond en Arthur Abernathy. La résignation passive et lasse qui avait défini sa vie fut consumée par un besoin soudain et désespéré de réponse, de la version de la vérité de sa famille. Poussé par une compulsion qu'il ne comprenait pas entièrement, il laissa Alistair dans le hall avec l'horloge disséquée et se dirigea vers la seule pièce de la maison qu'il avait toujours évitée, la bibliothèque. C'était le domaine de son grand-père, un tombeau poussiéreux et négligé de livres reliés en cuir et de registres oubliés. L'air était épais d'une odeur de papier en décomposition et de secret. Pendant des heures, il chercha, sortant de lourds volumes, ses mains se couvrant d'une fine poussière grise. Il se sentait comme un intrus dans sa propre maison, dérangeant les fantômes qui y dormaient. Il ne trouva que des registres de plantations et des livres sur l'agriculture. Finalement, dans un accès de frustration, il frappa sa main sur le dessus du bureau massif en chêne de son grand-père. Un écho creux répondit au son. Son cœur manqua un battement. Il passa ses mains sous le bureau, ses doigts cherchant jusqu'à ce qu'il trouve un petit loquet presque invisible. Il appuya dessus. Avec un léger clic, un faux panneau sur le côté du piédestal du bureau s'ouvrit, révélant un compartiment caché. À l'intérieur se trouvait un seul objet, un petit journal relié en cuir, sa couverture usée et lisse à force d'être utilisée. Les mains tremblantes, Arthur apporta le journal à la fenêtre, laissant la lumière déclinante de l'après-midi tomber sur ses pages. L'écriture était celle de son grand-père, un script acéré et agressif qui semblait taillader le papier. Les premières entrées étaient ce à quoi il s'attendait, arrogantes, cruelles, détaillant les rendements des récoltes et les punitions infligées pour des infractions mineures. Mais ensuite, le nom de Clara commença à apparaître, d'abord comme une note passagère, puis avec une fréquence croissante. Il eut l'obsession grandissante de son grand-père, sa fureur face à son intelligence tranquille, qu'il percevait comme un affront personnel, une rébellion silencieuse qu'il ne pouvait écraser. Il la voyait non pas comme une personne, mais comme une faille dans l'ordre parfait de son monde, une énigme qu'il ne pouvait résoudre et qu'il devait donc briser. Puis Arthur trouva l'entrée de la nuit de la tempête. Le script soigné et maîtrisé se dissolvait en un gribouillage frénétique et à peine lisible. L'encre était tachée par endroits comme par une main tremblante. Le 13e coup, avait écrit son grand-père, les mots comme un cri sur la page. C'était un son qui défaisait le monde. Il a déchiré un trou dans la nuit. Elle était là, puis elle n'y était plus. Elle ne s'est pas enfuie. Elle a disparu. Elle m'a regardé avant d'aller à l'horloge. Un regard non pas de peur, mais de pitié. De pitié pour moi. Elle a maudit cette maison, maudit mon nom. Ce n'est pas une tempête qui l'a emporté. C'était de la magie diabolique. Elle m'a laissé ici dans ce temps brisé, cette maison silencieuse, et j'ai peur d'elle. J'ai peur. Arthur lut et relut les mots, la confession de son ancêtre, le grand et puissant maître Abernathy, mis à nu dans toute sa terreur pathétique et impuissante. Une profonde vague d'émotion le submergea, si puissante qu'elle lui donna le vertige. Ce n'était pas seulement de la honte pour la cruauté de son grand-père, mais une révélation choquante et déchirante. La grande honte de la famille Abernathy. L'histoire qu'il avait hantée toute sa vie n'avait jamais porté sur une esclave en fuite. Elle portait sur la peur absolue et paralysante de son grand-père face à une femme dont il ne pouvait posséder l'esprit, dont il ne pouvait comprendre l'intellect, et dont il ne pouvait empêcher la liberté. Elle n'avait pas été sa victime. En fin de compte, il avait été la sienne. La petite chambre louée d'Alistair devint un carrefour frénétique d'histoire, de folklore et de science. Des papiers couvraient chaque surface. Des croquis du cosmogramme caché de l'horloge côtoyaient des pages de notes de ses conversations avec Sarah, et des livres ouverts sur la spiritualité d'Afrique de l'Ouest et la météorologie du XIXe siècle étaient empilés de manière précaire sur le sol. Il travaillait avec une intensité fébrile, alimenté par le café et le sentiment exaltant d'être sur le point de faire une découverte monumentale. L'air était épais d'une odeur de vieux papier et de café infusé,
et les seuls sons étaient le grattement de sa plume et le murmure occasionnel lorsqu'il lisait un passage à haute voix. Il faisait des recoupements, tissant les fils disparates de l'histoire de Clara en une seule tapisserie cohérente. Les mots de Sarah étaient la clé. La pierre de Rosette qui traduisait tout l'événement. Le temps du maître est une ligne droite, le temps d'une personne libre est un cercle. Il le voyait maintenant. L'horloge était la ligne droite, une machine conçue pour imposer un ordre rigide et inflexible au monde. Mais Clara, avec sa profonde compréhension du chemin tortueux, savait que le monde n'était pas fait de lignes droites. Il était fait de cercles, de cycles, d'énergie qui allaient et venaient en dehors de la compréhension d'hommes comme Abernathy. Ses notes devinrent un torrent de révélations, une voix off au film muet de ses pensées. Il écrivit. Le plan n'était pas surnaturel. Il était scientifique, une application profonde de la philosophie naturelle que ses ravisseurs auraient qualifiée de sorcellerie. Clara n'était pas seulement une mystique. Elle était une physicienne. Il esquissa l'horloge de parquet, non pas comme un meuble, mais comme un instrument scientifique. Le pendule massif et les lourds poids en laiton, écrivit-il, sa plume volant sur la page. Il forme un conducteur métallique massif et mis à la terre, un paratonnerre parfait. Il souligna le mot 2 fois. Elle n'attendit pas n'importe quelle tempête. Sarah a dit qu'elle avait observé le ciel pendant des mois, suivant les étoiles. Elle attendait une confluence spécifique d'événements, un puissant orage électrique à une date qui avait une signification astrologique ou saisonnière dans sa propre tradition. Une nuit où le voile entre les mondes où le temps était le plus mince. Les herbes que Sarah l'avait aidé à cueillir n'étaient pas pour une potion, mais pour la concentration, pour la protection, pour accorder l'énergie de son propre corps à l'immense puissance qu'elle était sur le point de canaliser. Les symboles gravés au dos du cadran de l'horloge étaient l'élément crucial final. Ils étaient sa carte de navigation pour le chemin tortueux. Alistair se leva et arpenta la petite pièce, son esprit en ébullition face à l'audace de son génie. Le coup de foudre fut le catalyseur. Il aurait été attiré par l'horloge. Une surtension massive d'énergie surchargeant le simple mouvement mécanique. Le 13e coup n'était pas du tout un coup. C'était un bang sonique, une fracture temporelle, le son de la ligne droite qui se brise. C'était un moment hors du temps, une couture dans la réalité. Dans ce seul instant chaotique, alimenté par la tempête et guidé par les symboles, elle avait fait ce que Sarah avait dit. Elle avait fait un pas de côté. Elle s'était glissée à travers la fissure entre les tics de l'horloge du maître. La touche finale brillante, le détail qui remplit Alistair d'un sentiment de profonde admiration, fut les aiguilles pointant en arrière. Ce n'était pas un dysfonctionnement. C'était un message. C'était son dernier acte de défi, une inversion symbolique et littérale de son destin. Elle ne s'échappait pas seulement. Elle effaçait sa propre servitude, remontant le temps de sa servitude. Ce n'était pas de la magie au sens de sort et d'incantation. C'était la magie d'une profonde compréhension holistique de l'univers. Une connaissance qui ne voyait aucune division entre le spirituel et le physique, entre la foi et la physique. Clara Turner ne s'était pas enfuie. Elle avait calculé son chemin vers la liberté en utilisant le symbole ultime de l'ordre de son maître comme l'instrument même de sa libération. Sa théorie étant solidifiée, un récit cohérent et époustouflant de génie et de rébellion, Alistair savait qu'il devait retourner voir Sarah. Il la trouva sur son porche, se balançant doucement comme si elle l'avait attendu. Il portait son carnet comme un texte sacré, et avec une humble révérence, il s'assit sur le tabouret à ses pieds et exposa ses conclusions. Il expliqua le paratonnerre, le cosmogramme, la fracture temporelle. Sa voix était remplie de l'excitation de sa découverte. Sarah écouta avec un sourire serein et entendu sur son visage, ses yeux sombres pétillants. Elle hochait la tête, non pas avec surprise, mais avec la satisfaction tranquille d'une enseignante dont l'élève a enfin compris une leçon difficile mais essentielle. Quand il eut fini, elle lui tapota simplement la main. « Tu vois avec un œil clair, mon fils, murmura-t-elle. Tu as écouté. La plupart des gens veulent juste entendre la partie fantôme. Tu as écouté la femme. » Alors qu'ils étaient assis dans la compagnie silencieuse d'une compréhension partagée, une silhouette apparut,
marchant lentement sur le chemin menant à la cabane. C'était Arthur Abernathy. Il avait l'air différent, dépouillé de la colère défensive qui avait été son armure. Il avait l'air plus petit, plus âgé et profondément humilié. Dans sa main, il serrait le journal de son grand-père. Il s'arrêta devant le porche, ses yeux non pas sur Alistair, mais sur la vieille femme dans le rocking chair. « Sarah, » dit-il, sa voix épaisse d'une émotion qu'il ne pouvait plus contenir. « Puis-je ? Je pense que vous avez le droit d'entendre ceci. » Sarah hocha lentement et royalement la tête, et Arthur, se tenant devant elle comme un pénitent, ouvrit le journal. Il commença à lire l'entrée de la nuit de la tempête. Sa voix était d'abord hésitante, mais elle devint plus ferme à mesure qu'il forçait les mollets et terrifié de son ancêtre à sortir à l'air libre. Il lut l'obsession de son grand-père, sa fureur, et enfin sa terreur pathétique et abjecte. Il n'épargna pas un seul mot accablant. Quand il lut la dernière ligne, « J'ai peur d'elle », sa voix se brisa et une seule larme traça un chemin à travers la poussière sur sa joue. Il ferma le livre, son but enfin atteint. Un lourd silence plana dans l'air, un silence qui portait le poids de plus de 50 ans de vérité non dite. Arthur regarda Sarah, son visage un portrait de honte et de chagrin. « Je suis tellement désolé, » murmura-t-il, les mots une confession brute et douloureuse. « Je suis tellement désolé pour ce que ma famille a fait. » Sarah le regarda un long moment, ses yeux anciens remplis d'une sagesse profonde et triste. Puis elle tendit sa main frêle et noueuse et lui tapota doucement là où elle reposait sur le journal fermé. « Le passé a son propre poids, monsieur Arthur, » dit-elle, sa voix douce mais claire. « C'est une chose lourde à porter. L'important est de la déposer, correctement. » À ce moment, quelque chose changea. C'était le son silencieux et profond d'une blessure qui commençait à guérir. L'acte de confession, offert avec un vrai remords, et l'acte de pardon, donné avec grâce, commencèrent à dissoudre le poison qui s'était infiltré dans la terre depuis des générations. L'histoire de ce qu'Alistair avait reconstitué et de ce qu'Arthur avait avoué commença à se répandre. Non pas comme une rumeur, mais comme un témoignage. La légende de Clara Otrescu fut transformée. Elle n'était plus un fantôme hantant une maison en décomposition. Elle était une ancêtre, une brillante stratège, une héroïne dont l'histoire était enfin racontée, et racontée correctement. L'anniversaire de la disparition de Clara n'était que dans quelques semaines. Et à mesure qu'il approchait, l'atmosphère dans la communauté commença à changer. L'événement annuel, qui avait toujours été une source de spéculation craintive ou d'émerveillement silencieux et plein d'espoir, semblait maintenant différent. Il ressemblait à un retour au pays. L'idée naquit d'une conversation sur le porche de Sarah entre Alistair, un Arthur humilié et les petits-enfants de Sarah, qui étaient maintenant des aînés respectés à part entière. Ils ne laisseraient pas l'anniversaire se passer dans les murmures et les ombres. Ils se rassembleraient à la maison non pas pour regarder un fantôme, mais pour honorer la mémoire d'une ancêtre. Le mot se répandit et la communauté répondit avec un sens unifié du but. Un samedi matin ensoleillé, une procession de personnes se dirigea vers la longue allée envahie par la végétation menant à la maison Abernathy. Ils vinrent avec des faux, des cisailles, des balais et des seaux. Ils étaient les descendants des personnes qui avaient été forcées de construire et d'entretenir cet endroit. Et maintenant, ils revenaient de leur propre gré pour le récupérer. Arthur se tenait sur le porche, le cœur endolori par un mélange complexe d'émotions en les voyant arriver. Pour la première fois, il ne se sentit pas comme une cible de leur ressentiment, mais comme un témoin de leur grâce. Il avait ouvert les portes, et ils étaient venus non pas avec colère, mais avec une détermination à guérir. La journée fut remplie des bruits du travail et de conversations tranquilles. Hommes et femmes travaillaient côte à côte, coupant le kudzu qui avait étranglé les jardins, taillant les sauvages et balayant des décennies de poussière et de feuilles des larges porches. Ils travaillaient avec une dignité tranquille, leurs mouvements efficaces et déterminés. Ils ne nettoyaient pas seulement les lieux. Ils accomplissaient un rituel de purification, lavant la tâche du passé avec leur propre effort communautaire. Arthur, après un moment d'hésitation, prit une paire de cisailles et se joignit à eux, travaillant à dégager les rosiers enchevêtrés près du porche.
Il travaillait aux côtés d'un homme dont l'arrière-grand-père avait été un travailleur des champs sur cette même plantation. Il ne parlait pas du passé. Il parlait du temps, de leurs enfants, de la meilleure façon de tailler un rosier. Dans ce simple travail partagé, Arthur sentit le lourd manteau de son isolement commencer à tomber. Il n'était plus Arthur Abernathy, le dernier d'une lignée maudite, le gardien solitaire d'une maison hantée. Il était juste un homme travaillant avec d'autres personnes pour honorer la mémoire d'une femme dont l'histoire les liait tous ensemble. Alors que le soleil commençait à se coucher, le terrain était transformé. La maison, bien que toujours usée et fatiguée, ne ressemblait plus à une ruine. Elle ressemblait à un endroit aimé, un endroit prêt. Il ne se préparait pas à une veillée de peur, mais à une célébration de la liberté, un témoignage du pouvoir durable de l'esprit humain à trouver son propre chemin vers la maison, même s'il devait enfreindre les règles du temps pour le faire. La nuit de l'anniversaire arriva sur une brise douce et silencieuse. Contrairement à toutes les années précédentes, le ciel n'était pas une toile de violet meurtri et de nuages de tempête en colère. C'était une vaste étendue d'indigo profond et clair, parsemée d'une brillante pluie d'étoiles. Un calme doux s'installa sur la terre. Une paix profonde qui ressemblait à une bénédiction. Le terrain de la maison Abernathy, si récemment repris à la nature sauvage de la négligence, était rempli de la lueur douce et vacillante d'une centaine de bougies. Les gens se rassemblaient non pas en groupe craintif, mais comme une congrégation, leurs visages illuminés par la lumière chaude et douce. Ils parlaient à voix basse et respectueuse, le son un doux bourdonnement d'histoires partagées et d'anticipation collective. Ils étaient les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants des personnes qui avaient connu Clara, qui avaient entendu le premier 13e coup, et qui avaient transmis l'histoire comme un texte sacré. Ce soir, ils étaient venus assister au dernier chapitre. Arthur Abernathy se tenait sur le porche, non pas comme son gardien vigilant, mais comme son humble hôte. Il avait ouvert les lourdes portes d'entrée, et un flot régulier et révérencieux de personnes entraient et sortaient du grand hall. Ils se déplaçaient avec un but tranquille, leurs pas doux sur le plancher poli. Leur destination était l'horloge de parquet. Ils se tenaient devant elle, leur visage un mélange de crainte, de respect et d'une profonde compréhension ancestrale. Ils ne regardaient plus un objet hanté, un symbole de leur oppression. Ils regardaient un monument, un témoignage du génie de l'un des leurs. Ils virent les sculptures complexes qu'Alistair avait révélées, la carte cachée de la liberté, et ils touchèrent le bois sombre poli, non pas avec peur, mais avec un sentiment de fierté familiale. C'était leur histoire, leur victoire, leur horloge. Alistair se tenait près du bord du porche avec la famille de Sarah. Les petits-enfants de la matriarche, maintenant eux-mêmes des aînés, se tenaient avec une dignité silencieuse et puissante. Leur présence était un pont vivant vers le passé. Alistair ressentit un profond sentiment de privilège, le sentiment qu'il n'était pas seulement un observateur de l'histoire, mais un participant à sa création. Il regarda Arthur se déplacer parmi les gens, offrant un mot tranquille ici, un signe de bienvenue là. L'homme était transformé. La coquille hantée et défensive était tombée, révélant un homme enfin en paix avec son propre nom, sa propre maison. Il n'était plus le geôlier d'un héritage maudit. Il était le gardien d'un site sacré, un rôle qu'il acceptait maintenant avec une humilité plus profonde que toute la fierté que ses ancêtres avaient jamais affichée. Alors que l'heure de minuit approchait, un silence tomba sur la foule, à la fois à l'intérieur de la maison et sur la pelouse. Le doux murmure des conversations s'estompa, remplacé par un profond silence collectif. Les seuls sons étaient le doux chant des grillons et le léger bruissement des feuilles dans la brise. L'air devint immobile, chargé non pas de la fureur électrique d'une tempête, mais de l'énergie palpable d'une centaine de cœurs battant à l'unisson, attendant. Ce n'était pas un moment de peur. C'était un moment de paix profonde, d'anticipation sacrée, un point culminant de décennies d'attente, d'interrogation, d'espoir. Ils étaient prêts à entendre le dernier carillon. À l'intérieur du hall, le silence était absolu. La lueur des bougies projetait de longues ombres dansantes, donnant à la pièce familière l'allure d'une cathédrale. Arthur se tenait près de l'horloge, les mains jointes lâchement derrière le dos. Alistair et les descendants de Sarah se tenaient près de la porte,
les yeux fixés sur le cadran peint de l'horloge. L'aiguille des minutes se mit en place, pointant droit sur le 12. Un souffle collectif fut retenu. Puis l'horloge commença à sonner. Le son était aussi profond et résonnant que jamais. Chaque note roulant à travers le hall et dans la nuit. Un décompte sonore et familier. 1, 2, 3. La foule à l'extérieur comptait à voix basse, leur voix un doux cœur de souvenirs. 4, 5, 6. Les carillons étaient un appel nominal des années. Chaque note un marqueur de la longue et patiente attente. 7, 8, 9. Arthur ferma les yeux, écoutant non seulement avec ses oreilles, mais avec tout son être. 10, 11, 12. Le dernier carillon s'estompa, laissant derrière lui un silence plus profond et plus profond qu'auparavant. La foule attendit, leur corps tendu, leur sens en alerte. Pendant un long moment à couper le souffle, il sembla que rien ne se passerait. Un léger soupir de déception commença à onduler parmi les gens sur la pelouse. Peut-être le cycle était-il déjà brisé. Peut-être l'histoire était-elle terminée. Puis il vint, le 13e coup. Mais le son était complètement transformé. Ce n'était pas le craquement violent et aigu d'un monde qui se brise, pas le son d'une fissure s'ouvrant dans le temps. Ce carillon était chaud, mélodieux, un accord parfaitement résolu qui semblait chanter dans l'air. Ce n'était pas un son de rupture, mais de résolution. Une note de paix pure et sans mélange qui submergea tous ceux qui l'entendirent, apaisant les vieilles blessures, calmant les anciennes peurs. C'était le son d'une promesse tenue. Alors que la belle et impossible note s'estompait enfin, l'air devant l'horloge commença à miroiter comme la chaleur montant d'une route d'été. La lueur des bougies sembla se courber et se déformer autour d'un seul point dans l'espace. Lentement, une forme commença à se former à partir de l'air miroitant. C'était l'image d'une femme. C'était Clara. Elle n'était pas un fantôme, pas un fantasme translucide ou une apparition vaporeuse. Elle était vibrante, solide et réelle, comme si elle venait simplement de sortir d'une autre pièce. Elle portait des vêtements simples et fluides d'un style que personne ne reconnaissait, et ses cheveux, qui avaient été attachés en tresses serrées, flottaient maintenant librement sur ses épaules. Son visage, qui dans la mémoire et l'imagination avait toujours été un masque de sang-froid prudent et de force cachée, était maintenant ouvert, serein et illuminé de l'intérieur par un sourire d'une paix et d'une liberté si profonde qu'il en coupait le souffle. Elle était chez elle. Son regard balaya la foule, ses yeux sombres et intelligents remplis d'une chaleur aimante. Elle regarda le visage des descendants de Sarah, et son sourire s'approfondit de reconnaissance et de fierté. Ses yeux trouvèrent Arthur, et dans son regard il n'y avait aucun jugement, seulement une douce compassion curative. Enfin, ses yeux rencontrèrent ceux d'Alistair, et elle lui fit un signe de tête lent et délibéré, une reconnaissance silencieuse de la vérité qu'il avait si minutieusement découverte. Puis, aussi doucement et paisiblement qu'elle était apparue, elle commença à s'estomper, sa forme se dissolvant de nouveau dans l'air miroitant, ne laissant derrière elle que l'odeur de vieux bois, de cire d'abeille et une faible trace persistante d'ozone et de lumière d'étoiles. À l'instant où elle disparut, un léger clic métallique résonna de l'intérieur de l'horloge de parquet. Ses aiguilles, qui avaient été figées, pointant en arrière vers 11 heures depuis plus d'un demi-siècle, tremblèrent un instant. Puis, avec une grâce douce et régulière, elles commencèrent à bouger. Elles balayèrent le cadran, faisant le tour une fois, 2 fois, une course silencieuse et vertigineuse à travers les années perdues avant de s'immobiliser finalement à l'heure correcte. Quelques minutes après minuit, l'horloge était guérie. Le carillon annuel était terminé. Le cercle était complet. Les mois qui suivirent furent une période de changement calme et déterminé. Les dernières notes douces d'une histoire qui avait atteint son grand crescendo. L'héritage de Clara Turner, qui n'était plus une légende murmurée mais une histoire célébrée, commença à prendre de nouvelles racines dans le sol de la Géorgie. Alistair retourna à Boston, mais son cœur et son travail restèrent dans le sud. 1 an plus tard, il publia son livre. Il était intitulé Le 13e coup, Clara Turner et la chronologie de la liberté. Ce n'était pas un texte académique sec. C'était une œuvre puissante et lyrique de récupération historique, tissant ensemble le folklore,
La science et les témoignages oraux de la communauté en un récit à couper le souffle de génie et de résistance. Le livre devint une sensation, célébré non seulement pour son érudition, mais aussi pour sa profonde humanité. Il rendit sa voix à Clara, la transformant d'une note de bas de page dans un registre ou d'un fantôme dans un conte populaire en une figure centrale de l'histoire de la libération américaine. Fidèle à la promesse qu'il s'était faite la nuit de la veillée, Arthur Abernathy régla le passé. Il travailla avec des avocats et des dirigeants communautaires, et d'un trait de plume, il renonça à son héritage. Il céda la maison Abernathy, les terres environnantes et l'horloge de parquet elle-même à une fiducie gérée par un conseil composé des descendants de Sarah et d'autres membres de la communauté. La maison de l'oppression devait être transformée en un lieu d'éducation et de souvenirs. Elle devint le musée et centre communautaire Clara Turner, un lieu dédié à la préservation et à l'enseignement de la véritable histoire de la région. Les histoires qui avaient été omises des archives officielles. Les grandes salles qui avaient autrefois résonné des ordres des maîtres résonnaient maintenant des rires d'enfants apprenant leur propre héritage puissant. Les terrains où le coton avait été cultivé par le travail forcé accueillaient maintenant des jardins communautaires et des célébrations du Juneteenth, 1, 2, 3. La narration finale du livre d'Alistair, qui fut inscrite sur une simple plaque de laiton dans le hall principal du musée, captait l'essence de son héritage. Elle expliquait que l'acte extraordinaire de Clara ne consistait pas à s'échapper vers un endroit différent, mais à créer un autre type de temps, un moment de pure possibilité qui résonnait vers l'avant, inspirant des générations à croire en leur propre pouvoir, à se libérer des lignes droites qui leur étaient imposées. Sa légende, maintenant ancrée dans la vérité, devint un témoignage de l'idée que même dans les circonstances les plus oppressives et les plus désespérées, l'esprit humain, armé d'intelligence, de courage et d'une profonde compréhension des cercles cachés du monde, peut trouver un moyen d'être libre. L'horloge, maintenant juste une horloge, son tic-tac régulier et silencieux une simple mesure des heures qui passent, se tenait dans le hall comme un monument silencieux. Elle n'était plus un symbole de l'ordre rigide d'un maître ou de la malédiction d'une famille. C'était un rappel que la véritable histoire n'est pas seulement une ligne droite de faits enregistrés, mais un cercle riche et complexe d'histoires touchant à jamais le passé, le présent et le futur. Le plan final du documentaire réalisé sur le livre n'était pas celui de l'horloge, ni de la maison, mais d'une jeune fille, l'une des arrière-petites-filles de Sarah, debout devant l'horloge. Elle leva les yeux vers sa forme haute et silencieuse, son visage non pas empreint de peur ou même de crainte, mais d'un sourire calme et confiant de compréhension et de fierté. C'était son histoire.